Une délégation du consulat des États-Unis à Dakar au chevet du papa éploré suite à l'attaque d'une bande armée à son domicile qui a coûté la vie à son fils. À suivre également dans ce journal les précisions de l'hôpital régional de Kaolack sur l'état des blessures et la prise en charge des victimes. Le Sénégal fait du surplace au classement de l'indice de perception de la corruption en 2019. Le Forum civil qui a publié ce matin les résultats indexe la malgouvernance et l'accroissement de l'impunité. La crise scolaire préoccupe l'Union nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. L'UNAPES invite l'État à intégrer le G20 dans les négociations à travers le Haut Conseil du dialogue social. Et puis le programme national d'élimination de la lèpre déterminé à freiner le développement de la maladie. 189 nouveaux cas ont été détectés en 2019. Le Sénégal célèbre ce 25 janvier la journée mondiale de la maladie à Djebo, c'est à Podor. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Une délégation du consulat des États-Unis d'Amérique à Dakar à l'hôpital régional de Kaolack ce matin. Elle a rendu visite au père du défunt, cloué sur son lit d'hôpital au service d'orthopédie. Les membres de la délégation se sont aussi rendus à la morgue pour voir le corps sans vie du garçon ayant succombé hier à ses blessures. Par la suite, ils ont fait une descente au domicile où l'agression a eu lieu. La délégation est reparti sans aucune déclaration à la presse. Rappelons que des individus à main armée ont provoqué la mort du jeune Américain de 18 ans. Son père gravement blessé, interné au bloc opératoire de l'hôpital régional de Kaolack, justement l'hôpital qui apporte des précisions sur l'état des blessures, la prise en charge de ces victimes. C'est avec Ibrahima Diamé et Faligay. Papa ji mungi am 49 ans. Dom ji mu ngi am 18 ans Dom ji tudd Bassirou Cissé, papa ji tudd Abdoul Aziz Cissé. Ce sont des Américains, nationalité américaine. Ils ont été sauvagement agressés et grièvement blessés chez eux au quartier Fass Kawon, mais le fils ne se relèvera pas de ses blessures. Malheureusement, le coup qu'il a reçu au niveau de la tête, donc c'est une arme blanche, c'est le Diasila. Donc il en a reçu beaucoup au niveau de la face et au niveau de la tête. Donc le crâne a été fendu et il y a eu une issue d'air dans le crâne. Donc ce qui lui a créé un pneumoencéphale. Donc il a été pris en charge par le réanimateur, par l'urgentiste, il a été intubé. Donc pour vous dire que tout ce qui devait être fait a été fait et malheureusement il a encore présenté un autre arrêt cardiaque et donc il n'a pas pu résister. Si le fils n'a pu survivre, le père moins atteint résiste toujours au bloc opératoire. Et à l'heure actuelle, nous avons le bilan complet donc, du père. Donc il y a un trauma ouvert de la main et des plaies superficielles et un trauma crânio-encéphalique bénin. Donc qui, à l'heure où je vous parle, est au bloc opératoire en train d'être opéré. L'administration de l'hôpital régional de Kaolack tenait ainsi à apporter un certain nombre de précisions sur la prise en charge de ces blessés. Selon Dr Lee, représentant des médecins au sein du conseil d'administration, ils ont été correctement suivis depuis leur évacuation. Donc ce qui devait être fait a été fait. Pour rappel, l'attaque a eu lieu dans la nuit du lundi au mardi. Les bandits toujours introuvables avaient emporté une importante somme d'argent. Nous allons à Saint-Louis, à Mundom Est, c'est plutôt dans la région de Saint-Louis. Le torchon brûle entre éleveurs et agriculteurs. 2 paysans ont été attaqués et blessés par armes blanches par des éleveurs. Dans cette partie du Wallo, les 2 parties se regardent souvent en chien de faïence. Et les paysans ont marché pour réclamer justice et l'arrestation des fautifs. Ousseynou Diop, Habib Sek. À Mundom Est, c'est l'insécurité totale avec les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Un problème récurrent dans ce village de plus de 1000 âmes. Suite à l'agression de Ousmane Ba, qui a failli perdre la vie, les populations alertent les autorités pour éviter toute représailles. Si c'était un problème de force, on allait dépasser ce stade depuis très longtemps. Puisqu'on ne nous assiste pas, nous sommes en train d'alerter. Si on avait riposté, on allait nous dire de saisir la justice. Il faut que la justice fasse son travail. Sinon, la prochaine fois, on va sévir.
Ces paysans demandent aux autorités d'intervenir car ils doivent retourner au champ pour pouvoir rembourser leurs dettes auprès des banques. Des financements des institutions bancaires ou bien des privés que nous devons obligatoirement retourner. Alors ça, nous ne le pouvons pas faire à cause de cette divagation. Donc nous interpellons les autorités judiciaires locales de bien vouloir intervenir pour que de pareils cas ne se produisent. À cause de ces conflits, des paysans ont été blessés. Mundom Est demande à la justice de faire son travail. Leurs enfants étudient ici dans le village. Leurs femmes également passent toujours par là. On n'attend que le travail de la justice. Sinon, on va ceindre nos pagnes, prendre la place des hommes et se venger comme il le faut. Il n'y a pas de sécurité. Les gens ne sont pas en sécurité. Ils ne pourront pas aller au champ à cause de ces bergers-là. Tout le monde ici est armé. Nous avons pris des armes pour aller au champ. Ça, c'est pas sérieux. Ça c'est de l'injustice que nous déplorons. Pour le moment, dans le Waalo, particulièrement à Mundom, le torchon brûle entre les paysans et éleveurs. Une situation alarmante qui nécessite l'intervention immédiate des autorités pour éviter que les choses se dégradent davantage. L'annoncé dans les titres de ce journal, indice de perception de la corruption en 2019, le Sénégal stagne dans la zone rouge avec une note qui n'a pas évolué depuis 2016. Le Forum civil qui a publié le rapport ce matin évoque comme obstacle la malgouvernance et l'accroissement de l'impunité, entre autres. Nos reporters Maguette Soiré-Diallo et Tierno Laurent Mendy ont assisté à cette publication. C'est un rapport très attendu et qui suscite souvent beaucoup de polémiques au niveau des pays mal notés. L'indice de perception de la corruption place le Sénégal depuis 2016 dans la zone rouge. En 2019, la note est de 45 sur 100, des points à améliorer. Nous remarquons que le Sénégal a cessé de progresser depuis 2016. Résultat de l'indice de perception de la corruption 2019 qui nous réunit aujourd'hui. Le Sénégal a toujours sa note de 45 sur 100. Le Forum civil liste les causes de cette stagnation: accroissement de l'impunité, arrêt de la traque des biens mal acquis, malgouvernance entre autres causes. Autant de manquements qui maintiennent le Sénégal dans la zone rouge. À un affaiblissement réel de la volonté politique de lutter contre la corruption, mais également à une situation de malgouvernance actée par un déficit criard de reddition des comptes ainsi qu'un accroissement de l'impunité. La traque des biens mal acquis doit impérativement continuer, même si on doit réformer la CREI. Pour changer la donne, le Forum civil a formulé des recommandations comme l'adoption impérative de certaines lois. Le civil propose au gouvernement de donner plus de force et de vigueur à l'axe 3 du PSE. Adoptons les lois sur l'accès à l'information, sur la prévention des conflits d'intérêts et une loi qui interdit au haut cadre des régies financières, les impôts et domaines, la douane, de ne pas faire de la politique. Une analyse des résultats au niveau du continent africain, elle montre que seuls 6 pays sont bien notés. Pire encore, tous les pays de l'UEMOA sont encore dans la zone rouge, en d'autres termes, très affectés par la corruption. Parlons des perturbations dans le milieu scolaire à présent. Au lycée Lamine Gueye, la grève générale du G7 s'est fait ressentir. Seules quelques classes ont fait cours. D'autres enseignants ont tout bonnement décalé leurs enseignements. Reportage signé Aminata Baresso et Pape Sangone Mbaye. Ambiance morose dans la cour du collège Lamine Gueye de Dakar. Ces élèves trouvés sur place attendent désespérément l'arrivée de leurs enseignants. Je devais faire PC ce matin, sciences physiques et anglais. J'ai déjà fait éducation physique. J'ai pas fait cours de français ni d'anglais. On devrait faire SVT. 13h, 15h. Quelques élèves sont venus, mais les autres ne sont pas venus. Journée de grève générale décrétée par le groupe des 7. Un petit chamboulement dans les enseignements. Il y a la classe de 5e A qui vont cours, 3e A et les 4e, si je ne me trompe pas, c'est A, oui. On a un cours espagnol, mais il a décalé jusqu'à 11h. J'attends le prof d'espagnol, Seigneur Adedio, pour faire notre cours. Elle nous a dit d'attendre.
Les élèves de 6e tous sont descendus, sauf la 6e A qui font cours de français. Ce nouveau plan d'action du syndicat de l'enseignement marque l'acte 1 après une année 2019 calme. Sarou Hussein et ses camarades disent alerter le gouvernement sur d'éventuelles manifestations. Aminata Barresso a sans lui le G20 est mobilisé pour le respect des accords. Les syndicalistes qui étaient en assemblée générale comptent maintenir la pression sur le gouvernement pour le respect des accords signés avec l'État du Sénégal. Mamadou Tamba, mandataire du G20, en parle au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Il y a l'ancienne question du respect des engagements pris par l'État vis-à-vis des syndicats d'enseignants le 17 février 2014. Il y a aussi le paiement des rappels dus aux enseignants, à tout point de vue, qu'ils soient des rappels de validation, des rappels d'avancement, des rappels d'intégration, etc., etc. Ce sont les enseignants qui restent pendant des années, à qui on doit pendant des années des rappels qu'on ne paye pas ou bien qu'on paye au compte-gouttes. Mais également aussi, il y a le problème récurrent des lenteurs administratives des actes, n'est-ce pas, liés à la carrière des enseignants. Aujourd'hui, avec ces lenteurs-là, ce que nous remarquons et qui est tout à fait regrettable, c'est d'abord que ces actes sont produits au compte-gouttes. Au moment où le président de la République a décrété son fameux fast track, ce que nous demandons, à tout point de vue, ma foi, c'est au moins l'application dans toute sa plénitude et dans toute sa rigueur. La Fédération des enseignants du Sénégal déroule également son plan d'action en débrayage le jeudi 30 janvier, une grève générale prévue le 31 janvier. La Fédère en a profité pour qualifier le dialogue national de farce. Moussa Diène, le coordonnateur au micro d'Aminata Barresso. Oui, vous savez, le dialogue national, nous le récusons. Parce que nous pensons que la priorité aujourd'hui, l'urgence au Sénégal, ce n'est pas justement d'organiser des rencontres politiques. Au contraire. L'urgence, c'est quoi? C'est de s'attaquer aux véritables problèmes auxquels sont confrontés les Sénégalais. Donc la Fédère, compte tenu de cette situation, se voit l'obligation de décréter son premier plan d'action. Plan d'action qui commence le jeudi 30 de ce mois par un débrayage tout au long du territoire national, suivi d'une grève totale le vendredi 31 de ce même mois. L'Union nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, préoccupée donc par ces perturbations dans le système éducatif, l'UNAPES invite l'État, à travers le Haut Conseil du dialogue social, à intégrer le G20 dans les négociations. Au Sénucam, Ahmadou Bambasamb pour plus de détails. La crise qui secoue le système éducatif préoccupe l'Union nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal. En secrétariat permanent à Rufisque, l'UNAPES plaide pour une intégration du G20 dans les négociations entre État et les syndicats d'enseignants. Actuellement, on est dans une situation de crise ambiante et par rapport à cela, nous allons prendre des décisions. Bon, la décision la plus importante, c'est qu'on a pris déjà contact avec le G20. Parce que nous ne nous inscrivons pas dans l'institutionnel qui ne travaille qu'avec le G7. Mais nous, comme nous avons une organisation dont les enfants ont des enseignants qui sont syndiqués un peu partout, nous ne pouvons pas faire abstraction des autres syndicats qui, quoi qu'ils ne soient pas représentatifs au niveau, après les élections de représentativité, au moins ont en charge de nos enfants. Sur les effectifs pléthoriques au niveau des universités publiques, l'INAPES estime que le ministre de l'Enseignement supérieur doit revoir sa copie sur l'orientation des nouveaux bacheliers. Ils souffrent dans leur chair et ce sont nos enfants. Nous, ce qu'on doit demander, et on l'avait dit au ministre de l'Enseignement supérieur, c'est très facile de faire un communiqué, de pondre un communiqué et dire que l'année prochaine, tous les étudiants qui sont dans les instituts privés seront dans les universités publiques. Nous savions que ce n'était pas possible. D'ailleurs, le SAES a eu à avertir, parce que nous savons que beaucoup d'universités ne sont pas prêtes. L'université d'Amadou Mahtar Mbow n'est pas prête. Vous avez vu dans la presse aujourd'hui, bon, l'université de Sine Saloum, chez Ibrahima Niass, n'est pas prête. L'université de Bambey a des difficultés pour accueillir ses étudiants. Et ça risque même de créer des conflits entre étudiants qui sont résidents et ceux qui veulent venir.
Ces parents d'élèves et d'étudiants invitent toutes les parties à plus de retenue et de responsabilité pour une année scolaire apaisée. Parlons de toute autre chose à présent avec le mouvement d'humeur des femmes transformatrices de poissons et des charretiers de Joal. Ils observent 2 jours son travail, dénoncent l'interdiction du transport et de la transformation des juvéniles de la part des responsables des pêches de la localité. Ils déplorent aussi les lourdes amendes infligées. Les détails avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Des femmes transformatrices de poissons et des charretiers, tous ont gelé leurs activités ce mercredi. Ils dénoncent l'attitude des responsables du quai de pêche, du CLPA et du service de la pêche de Joal. Ce que nous déplorons, les autorités de la série de pêche et le CLPA, ils sont en train de interpeller le charretier et laisser à la place les pêcheurs qui attrapent le poisson ici au port. Quand ils sont venus ici comme les agents de service de pêche, ils se doivent comporter comme agents de service de pêche. Il faut interpeller le charretier, interpeller le pêcheur pour leur faire leur sanction à cette tête. Si nous n'avons pas trouvé une solution, nous voulons continuer ça jusqu'au bout. Ils doivent nous réduire la sanction qu'ils sont en train de mettre à nos dos. Ils se désolent aussi du fait qu'on leur demande parfois une grosse somme d'argent en cas d'interpellation. Quand il y a les 7 familles là-bas, pour chercher de quoi marcher, si tu es venu là, ici au Joal, ou bien ici au port, et les autorités étatiques te interpellent, te mettre en sanction de 50 000 à son dos, ça peut créer beaucoup de problèmes. Les responsables du quai de pêche de Joal, du service de la pêche et du CLPA interpellés parlent d'un respect de la loi qui sanctionne la capture, le transport et la transformation des juvéniles. Nyolank encore dans la rue ce vendredi 31 janvier pour exiger encore une fois la baisse du prix de l'électricité mais aussi la libération de Guy Amarus Sagna. Les explications de son co-coordonnateur Aliou Sané qui revient sur cette marche au micro de Fatou Bintou Conté. Nyolank a lancé pour le vendredi 31 janvier prochain une grande mobilisation au niveau national et international. Et à Dakar, il s'agira de partir de l'université Cheikh Anta Diop à 15 h pour aboutir avec comme point de chute au poste de la Médina. Et l'objectif de cette grande journée de mobilisation, c'est que dans la continuité des grandes mobilisations qu'on a eues dans le passé, c'est d'exiger que le gouvernement du Sénégal revienne sur cette mesure de hausse du prix de l'électricité, mais aussi et surtout pour exiger la libération de notre camarade Guy Marius Sagna. Parce que vous avez vu, tous les camarades avec lesquels il avait été arrêté ont été libérés et aujourd'hui le pouvoir s'acharne sur Guy Marius Sagna. Que tous les Sénégalais qui continuent de soutenir Guy Marius Sagna, qui pensent avec nous que sa détention est arbitraire, qu'ils puissent venir manifester ce jour-là. Je vous annoncer également dans les titres de cette édition 189 nouveaux cas de lèpre détectés en 2019. Une situation qui préoccupe le programme national d'élimination de la lèpre qui a fait face à la presse en prélude à la journée mondiale de cette maladie prévue le 25 janvier. Une journée qui va être célébrée à Podor dans la localité de Djembo. Fatou Bintou Conté. Certes, 17 nouveaux cas de moins en 2019, la lèpre, cette maladie multiséculaire, n'est pas encore éradiquée au Sénégal. On compte encore pour cette année 189 nouveaux cas de lèpre. Nous avons enregistré en termes de nouveaux cas de lèpre en 2019 189 nouveaux cas de lèpre contre 204 nouveaux cas de lèpre enregistrés en 2018. Alors, donc, visiblement, vous voyez qu'il y a 17 malades de moins par rapport à 2018. Les régions les plus affectées demeurent celles de Kaolack, Diourbel, Thiès et la région de Dakar qui arrive en tête. Les régions de Diourbel, la région de Thiès, Kaolack, Dakar
la banlieue et certains malades qui viennent des autres régions pour s'ajouter à ceux de Dakar. La bacille ancienne responsable de cette maladie est difficile à contrôler et la lèpre n'a pas encore de vaccin malgré les multiples essais cliniques. Donc pour arriver à rompre cette chaîne de contamination, c'est que la chimoprophylaxie, c'est-à-dire à base de la rifampicine. Appelée maladie de la pauvreté, cette année, la journée mondiale va se passer à Podor, dans la localité de Djembo. On voudrait aussi quand même montrer le côté positif de la lèpre. Ce n'est pas seulement que des mutilations ou alors de la pauvreté, c'est juste mettre en exergue l'autonomisation des malades de la lèpre. C'est-à-dire c'est des malades de la lèpre qui sont aujourd'hui indépendants financièrement, qui ont mis en place des projets. Le thème, dépister précocement la lèpre avec une guérison assurée sans séquelles. Le coordonnateur du programme réclame plus de moyens car étant une maladie sociale. La célébration de cette journée nationale prévue le 26 et non le 25 janvier prochain. Coronavirus qui met le Sénégal en alerte. Le service national d'hygiène fait également partie du comité de surveillance de l'épidémie. Actuellement, des équipes sont au niveau des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Écoutons à ce propos les explications du médecin-colonel Moussa Dieng Sarr, chef de service national de l'hygiène, au micro de Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Le service national de l'hygiène fait partie intégrante du dispositif sanitaire national. Et c'est dans ce cadre qu'au niveau du ministère de la Santé, pas plus tard que même hier après-midi, il y a eu une réunion du comité national de gestion des épidémies. Et c'est un comité dont fait partie le service national de l'hygiène. Et c'est là où sont déclinées vraiment les différentes stratégies qui doivent être adoptées par rapport à telle ou telle autre menace sanitaire qui pointe au niveau du pays. Et le service national de l'hygiène fait partie intégrante de ce comité et bon, voilà ce qui fait que en matière de surveillance par rapport à ce virus qui est apparu en Chine, les dispositions sont prises. Et tant au niveau de nos frontières, que ce soit au niveau des frontières aériennes, où nous avons nos agents dans l'équipe du contrôle sanitaire aux frontières aériennes, mais aussi au niveau des frontières maritimes, au niveau du contrôle sanitaire des frontières maritimes et au niveau de nos frontières terrestres. Et puis, plus de 84 millions de francs CFA d'amende versées au trésor public, 12 tonnes de produits avariés détruits, entre autres. La brigade départementale d'hygiène de Dakar a présenté son rapport d'activité annuelle. C'était ce matin, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Cet exercice, le service d'hygiène le fait chaque année au niveau départemental. Une présentation de ces activités qui relève encore un progrès sensible. Nous avons procédé à la désinfection de 511 lieux, c'est des domiciles, c'est des écoles, c'est des daras, c'est des mosquées. Nous avons visité 44 053 lieux. C'est des maisons, c'est des boutiques, c'est des boulangeries, c'est des hôtels, c'est des restaurants. On est à 100% de l'objectif. Ces missions de police d'hygiène ont permis d'avoir une amende de 84 222 000 versées au trésor. Et nous avons arrêté 37 personnes qui sont présentées au procureur pour des problèmes de dépôt de gravats, de ferrailles, d'épave ou de virage de force sur la voie publique. Des hommes mobilisés pour assurer la police administrative, mais qui souffrent de manque de logistique. Aujourd'hui, ils plaident pour une ligne budgétaire pour une surveillance continue. Nous suggérons au pouvoir public de doter au service national de l'hygiène 2% du budget national et 2% du budget des collectivités. Ça va permettre de recruter et de former et de mettre sur le marché 7 500 agents, mais créer des emplois temporaires, 14 000, donc dans chaque région 1000 emplois, renforcer le potentiel logistique, mais également des moyens laboratoires. Les communes devront donc accompagner cette politique pour préserver l'ordre public. Je pense que son plaidoyer n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Donc c'est une demande légitime car on a vu les résultats qu'ils sont en train d'avoir sur le terrain. Donc s'ils demandent suffisamment de moyens, mais de moyens en matériel, donc financiers aussi, je peux dire que c'est une demande légitime car les résultats sont là malgré donc, la limite de leurs moyens. En 2020, ces agents veulent faire mieux avec le lancement des opérations coup de poing sur l'étendue du territoire national.
Et puis l'édition 2020 de la Ziara annuelle des familles chérifiennes de la Casamance entachées par des coupures d'électricité et d'eau. Une situation que les organisateurs ont déplorée face à la presse. Le porte-parole du comité d'organisation en parle au micro de Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Qui veut 5000 kamil d'Arokheri? Aujourd'hui, on est à 8296. Peut-être la seule chose que nous déplorons, là il faut le dire, c'est peut-être le comportement de certaines sociétés nationales. Je n'attaque personne, mais vraiment la Sénélec, maintenant c'est des délestages à n'en plus finir. Et les moments choisis, ce n'est pas de bons moments. Imaginez la nuit, à partir de 22h, et on n'a plus de courant jusqu'à 0h, avec des milliers et des milliers de pèlerins dans cette brousse-là. Vraiment, tout peut se produire ici. Et que nous pensons que l'État est là pour garantir, n'est-ce pas, la sécurité de la population. Et nous avons nos cohabitants, n'est-ce pas, qui viennent de la sous-région. Et c'est Dieu seulement qui nous a sauvés, mais on peut enregistrer beaucoup de choses, beaucoup de dégâts, n'est-ce pas, pendant ces périodes de délestage. Vraiment, nous déplorons cela. Et le service hydraulique aussi, vraiment, personnellement, moi j'ai fait le déplacement pour aller à Ziguinchor les voir. Ils nous ont réclamé, n'est-ce pas, de donner du carburant. Ce qui a été fait. Mais je vous dis que depuis que les citernes sont venus à Darokheri, ils n'ont fait aucune rotation. C'est vraiment déplorable. On ne peut pas le dire à la cérémonie officielle, mais c'est des choses vraiment qu'il faut éviter pour les éditions à venir. Voilà, c'était le dernier élément de ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. En attendant, je vous laisse avec Aram Touré pour la deuxième partie de Soir d'info à vos antennes.